Mansfield Park, partie 12, chapitre 11 de la partie 3. Les Price étaient juste occupés à se mettre en route pour l'église le lendemain matin lorsque M. Crawford réapparut. Il arrivait, non pour les arrêter, mais pour se joindre à eux. On l'invita à aller avec eux à la chapelle de la garnison, ce qui était également son intention. Ils y furent donc tous ensemble. La famille était tout à son avantage. La nature ne lui avait pas refusé une part considérable de beauté, et chaque dimanche les mettait dans leur plus propre aspect et dans leurs meilleurs habits. Le dimanche donnait toujours ce réconfort à Fanny, et ce dimanche-ci, elle l'appréciait plus que jamais. Sa pauvre mère ne semblait pas si indigne maintenant d'être la sœur de Lady Bertram, et elle avait souvent mal au cœur en songeant au contraste entre les deux. De penser que là où la nature avait fait si peu de distinction, les circonstances en avaient fait de si grandes, et que sa mère, aussi élégante que Lady Bertram, et sa cadette de quelques années, avait une apparence bien plus fatiguée, une apparence fanée, délaissée, peu soignée, si usée. Mais le dimanche la transformait en une Madame Price très estimable et assez gaie, venant à la tête d'une belle famille d'enfants, quittant pour un moment ses soucis de la semaine. Et seulement démontée en voyant ses garçons s'exposer à quelque danger ou Rebecca passer avec une fleur à son chapeau. À la chapelle, ils furent obligés de se séparer, mais M. Crawford manœuvra pour ne pas être séparé des dames. Et après le service, il les accompagna et ajouta une unité au groupe familial sur les remparts. Madame Price faisait sa promenade hebdomadaire sur les remparts tous les dimanches, quand il faisait beau, y allant aussitôt après l'office du matin et restant jusqu'à l'heure du dîner. Elle rencontrait là des connaissances, apprenait des nouvelles, parlait des défauts des servantes de Portsmouth et se montait l'esprit pour les 6 jours suivants. C'est là qu'ils allèrent maintenant, M. Crawford plus qu'heureux de se charger spécialement des Mesdemoiselles Price, et avant longtemps. De l'une ou de l'autre façon, on ne pouvait dire comment, Fanny n'aurait pas pu le croire, mais il se promenait entre elles avec un bras de chacune sous le sien, et elle ne voyait pas le moyen de prévenir la chose ou d'y mettre un terme. Cela la dérangea un moment, mais il y avait quand même des réjouissances en vue pour la journée, et qui seraient appréciées. La journée était extraordinairement belle. C'était le mois de mars, mais c'était avril avec son air tiède, son vent vif et doux, son clair soleil, parfois un instant voilé. Et tout semblait si beau sous le reflet d'un tel ciel, les effets des ombres se pourchassant sur les bateaux à Spithead et les îles plus loin, avec les nuances toujours variées de la mer, maintenant à marée haute, dansant en liesse et se brisant contre les remparts avec une telle sonorité, produisirent une telle combinaison de charme pour Fanny, à la rendre presque indifférente aux circonstances dans lesquelles elle les ressentait. Oui, si elle n'avait pas eu l'appui de son bras, elle sentait qu'elle en aurait eu bientôt besoin, car il lui fallait des forces pour une pareille promenade de 2 heures, venant, comme habituellement, après une semaine d'inactivité préalable. Fanny commençait à sentir l'effet d'être privée de son exercice habituel et régulier. Elle avait perdu de sa santé depuis qu'elle était à Portsmouth, et sans M. Crawford et l'excellence du temps, elle aurait déjà été éreintée. Lui sentait comme elle le charme du jour et du paysage. Souvent il s'arrêtait avec les mêmes sentiments et les mêmes goûts, s'adossant au rempart pendant quelques minutes pour regarder et admirer. Et même en considérant qu'il ne valait pas Edmond, Fanny ne put que reconnaître qu'il était assez sensible au charme de la nature et très capable d'exprimer son admiration. Elle avait de temps en temps quelques tendres rêveries, dont il profitait parfois pour regarder sa figure sans qu'elle le remarquât, et le résultat de ces regards était que, quoique aussi fascinante que jamais, sa figure était moins épanouie qu'elle n'aurait dû être. Elle disait qu'elle se portait très bien, et il n'aimait pas supposer le contraire. Mais pour tout résumer, il était convaincu que sa résidence actuelle manquait de confort et que pour cela elle ne pouvait lui être salutaire, et il se préoccupait de la voir de nouveau à Mansfield, où son bonheur à elle
et le sien, en la voyant, devrait être d'autant plus grand. « Vous avez été ici tout un mois, je crois, dit-il. »« Non, pas tout à fait un mois. Il n'y aura que 4 semaines demain que j'ai quitté Mansfield. » « Vous êtes un calculateur très précis et très honnête. J'appellerais cela un mois. »« Je ne suis pas arrivée ici avant le jeudi soir. »« Et c'est une visite qui doit durer 2 mois, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, mon oncle a parlé de 2 mois. Je ne crois pas que ce sera moins. »« Et comment allez-vous retourner ? Qui vient vous reprendre ? » ?»« Je ne sais pas. Je n'ai rien entendu. Ma tante ne m'a encore rien appris à ce sujet. Peut-être devrais-je rester plus longtemps. Il se peut que je ne sois pas reconduite là-bas. » Après un moment de réflexion, M. Crawford répliqua. « Je connais Mansfield, ses habitudes. Je connais ses fautes envers vous. Je connais le danger d'être si longtemps oublié, de voir votre bien-être sacrifié aux commodités imaginaires de chacun des membres de la famille. Je me rends compte que vous pouvez être laissé ici, semaine après semaine, si Sir Thomas ne sait pas tout régler pour venir lui-même, ou pour vous envoyer la servante de votre tante, sans que cela entraîne le moindre changement dans les dispositions qui peuvent avoir été arrêtées pour tout un prochain trimestre. Non, cela ne va pas. 2 mois, c'est une large concession. J'estime que 6 semaines suffisent amplement. J'ai en vue la santé de votre sœur, dit-il en s'adressant à Suzanne, pour laquelle le séjour à Portsmouth est, je crois, défavorable. Quand vous la connaîtrez aussi bien que moi, vous serez d'accord avec moi. Elle ne devrait jamais être longtemps éloignée de l'air et de la liberté de la campagne. Si pour cela, il s'adressait de nouveau à Fanny, vous vous sentez devenir indisposée et que des difficultés s'opposent à votre retour à Mansfield, avant d'attendre la fin des 2 mois, cela ne doit pas être considéré comme ayant la moindre importance, si vous vous trouvez vous-même, moins forte ou moins bien qu'habituellement. Faites-le savoir à ma sœur. Faites-lui le moindre signe. Elle et moi, nous viendrons aussitôt et vous reconduirons à Mansfield. Vous savez avec quelle facilité et quel plaisir cela serait fait. Vous savez tout ce qui serait ressenti à cette occasion. Fanny le remercia, mais tâcha d'en rire. « Je suis parfaitement sérieux, » répliqua-t-il, « comme vous le savez parfaitement, et j'espère que vous n'allez pas cruellement cacher toute tendance à l'indisposition. En effet, vous ne serez pas à même, cela ne sera pas en votre pouvoir, car aussi longtemps que vous dites positivement dans chaque lettre à Marie « Je suis bien », et je sais que vous ne savez dire ni écrire aucun mensonge, vous serez considérée comme bien portante. » Fanny le remercia de nouveau, mais était affectée et affligée à un degré tel qu'elle ne put dire grand-chose, ou bien même savoir ce qu'elle devait dire. Ceci était vers la fin de la promenade. Il les accompagna jusqu'au bout et ne les quitta qu'à la porte de leur propre maison, quand il sut qu'ils allaient dîner, en prétendant qu'on l'attendait ailleurs. « Je voudrais que vous soyez moins fatiguée, » dit-il, retenant Fanny, après que tous les autres fussent entrés dans la maison. « J'aurais souhaité vous quitter en meilleure santé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous en ville ? J'ai comme l'idée de retourner bientôt dans le Norfolk. Je ne suis pas content de Madison. Je suis certain qu'il songe encore à m'imposer ses vues et à placer un cousin à lui dans un certain moulin que je destine à quelqu'un d'autre. Je dois arriver à un accord avec lui. Je veux lui faire savoir que je ne veux pas être dupé dans le sud d'Everingham, pas plus que dans le nord, que je veux être le maître de mon propre domaine. Je n'ai pas été assez explicite avec lui jusqu'ici. Le mal qu'un homme pareil cause à un domaine, tant à la réputation qu'au bien-être des pauvres, est inconcevable. J'ai une grande envie de retourner dans le Norfolk directement et de mettre immédiatement tout sur pied de façon à ce qu'on ne puisse plus changer après. Madison est un malin. Je ne veux pas le déplacer, à condition qu'il n'essaye pas de me déplacer, moi. Mais il serait simple d'être dupé par un homme qui n'a aucun droit de créancier pour me duper, et pis que simple de lui laisser me donner comme fermier un homme au cœur dur, un gripsou, au lieu d'un honnête homme à qui j'ai déjà donné à moitié ma parole. Ne serait-ce pas pis que simple ? Irais-je ? Que me conseillez-vous ? Je vous le conseille. Vous savez bien ce qu'il faut faire. Oui, quand vous me donnez votre avis, je sais toujours ce qui est bien. Votre jugement me sert de règle. Oh non, ne parlez pas ainsi. Nous trouvons tous un guide en nous, et si nous voulions y prêter attention, meilleur que n'importe quelle autre personne. Au revoir.
Je vous souhaite un agréable voyage demain. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous en ville? Rien. Je vous suis très obligée. Aucun message pour personne? Mes amitiés à votre sœur, s'il vous plaît. Et quand vous voyez mon cousin Edmond, je voudrais que vous ayez la bonté de dire que je suppose que j'aurai bientôt de ses nouvelles. Certes, et s'il est paresseux ou négligent, je vous écrirai ses excuses moi-même. Il ne put rien dire de plus, car Fanny ne pouvait pas plus longtemps être retenue. Il serra sa main, la regarda et partit. Il s'en alla pour faire passer, comme il le pourrait, les 3 prochaines heures, avec son autre connaissance, jusqu'à ce que le meilleur dîner qu'une auberge principale pouvait leur offrir fût prêt, à leur grand plaisir, et Fanny s'en fut prendre immédiatement son simple repas. Leur nourriture, en général, était très différente, et s'il avait pu se douter des autres choses, outre l'exercice, dont elle devait se priver dans la maison de son père, il aurait été étonné de n'en pas voir sa mine plus affectée qu'elle ne lui avait paru. Elle était si peu habituée au pudding et au hachis, tous servis dans des plats à moitié propres et avec des fourchettes et des couteaux moins qu'à moitié propres, que bien souvent elle était contrainte de différer son meilleur repas jusqu'à ce qu'elle puisse envoyer le soir ses frères chercher des biscuits et des brioches. Après avoir été élevée à Mansfield, il était trop tard pour se durcir encore au régime de Portsmouth. Et quoique Sir Thomas, s'il avait tout su, eût pu croire sa nièce en bonne voie de mourir de faim, tant d'esprit que de corps, bien mieux disposée à estimer à leur juste valeur la bonne compagnie et la fortune de M. Crawford, il aurait craint probablement de pousser plus loin l'expérience, de peur qu'elle ne puisse mourir sous l'effet de la cure. Fanny fut découragée tout le restant du jour. Quoique assez sûre de ne plus revoir M. Crawford, elle ne pouvait s'empêcher d'être déprimée. C'était quand même se séparer de quelqu'un qui était un ami. Et quoique d'un côté heureuse de l'avoir vu partir, il lui semblait être maintenant abandonné par tout le monde. C'était comme une nouvelle séparation de Mansfield, et elle ne pouvait pas songer à son retour en ville et à ses contacts avec Marie et Edmond sans avoir des sentiments si proches de l'envie qu'elle se détesta de les avoir. Son découragement ne trouvait aucune dérivation dans tout ce qui se passait autour d'elle. Un ami ou deux de son père, comme il arrivait toujours quand il n'était pas avec eux, passait la longue soirée là. Et de 6 à 9h30, le bruit ne cessait pas et les grogs succédaient aux grogs. Elle était très abattue. Le magnifique changement qu'elle imaginait toujours être survenu chez M. Crawford fut encore la chose la plus apte à lui donner un peu de réconfort dans le cours de ses pensées. Ne considérant pas dans quel milieu tout différent elle venait de le voir, ni tout ce qui était attribuable au contraste, elle était bien persuadée qu'il était devenu beaucoup plus gentil et plus attentif aux autres qu'auparavant. Et s'il en était ainsi dans les petites choses, n'était-ce pas ainsi non plus dans les grandes choses? Si anxieux pour sa santé et son bien-être, si sensible qu'il se fût montré maintenant et sembla être réellement, ne pouvait-on raisonnablement espérer qu'il ne persévérerait pas plus longtemps dans une entreprise aussi pénible pour elle? Chapitre 12. Il fut présumé que M. Crawford était sur le chemin du retour pour Londres, le lendemain, car on ne le vit plus chez M. Price. Et 2 jours plus tard, ce fut un fait confirmé à Fanny par la lettre suivante de la sœur de celui-ci, ouverte et lue par elle pour un autre motif, avec la plus grande anxiété et curiosité. « J'ai à vous informer, ma très chère Fanny, qu'Henry a été à Portsmouth pour vous voir, qu'il fit une charmante promenade avec vous au chantier, samedi dernier, et une bien plus charmante encore le lendemain sur les remparts, quand l'air embaumé, la mer brillante, votre bonne mine et la conversation étaient tous ensemble dans la plus délicieuse harmonie et procuraient des sensations capables de vous mettre en extase. Ceci, pour autant que je comprenne, est la substance de mon information. Il me fait écrire, mais je ne sais pas ce qu'il y a encore à communiquer, sauf la dite visite à Portsmouth et les 2 promenades en question, et sa présentation à votre famille, surtout à une de vos jolies sœurs,
une belle fille de 15 ans qui était en votre compagnie sur les remparts, prenant, je le suppose, sa première leçon d'amour. Je n'ai pas le temps d'écrire beaucoup, mais il serait déplacé d'en avoir, car ceci est une pure lettre d'affaires, écrite dans le but de vous donner les informations nécessaires, qu'on ne peut pas remettre sans risque de faire du mal. Ma chère, chère Fanny, si je vous avais près de moi, comme je vous parlerais, vous m'écouteriez jusqu'à en être fatigué et me donneriez des conseils jusqu'à en être encore plus fatigué. Mais il est impossible de mettre sur le papier un centième de ce que j'ai en tête, de sorte que je vais simplement m'abstenir et vous laisser deviner tout ce que vous voulez. Je n'ai pas de nouvelles pour vous. Vous avez une politique, évidemment. Et ce serait trop mal que de vous empoisonner avec les noms de personnes et les réunions qui remplissent mon temps. J'aurais dû vous envoyer un compte-rendu de la première réception de votre cousine, mais j'étais paresseuse, et maintenant c'est depuis trop longtemps passé. Qu'il vous suffise de savoir que tout fut parfait, dans un style que n'importe laquelle de ses connaissances doit avoir été reconnaissante de voir, et que sa propre robe et ses propres manières furent toutes à son honneur. Mon amie, Madame Fraser, raffolerait d'une pareille maison, et moi aussi cela ne me rendrait pas malheureuse. Je vais chez Lady Stornoway après Pâques. Elle semble pleine de cœur et très heureuse. Je m'imagine que Lord S. est de très bonne humeur. Je ne le trouve plus si mal que je ne l'ai trouvé. Du moins, voit-on pis que cela. Il ne paraîtrait pas à côté de votre cousin Edmond, de ce dernier héros, que dirais-je? Si j'évitais complètement son nom, cela serait suspect. Je veux dire alors que nous l'avons 2 ou 3 fois et que mes amis ici sont très impressionnés par son air de gentleman. Monsieur Fraser, qui n'est pas un mauvais juge, déclare qu'il n'y a que 3 hommes en ville à avoir si bon aspect, et je dois confesser que lorsqu'il dîna ici l'autre jour, on ne pouvait lui opposer personne, et nous étions 16. Heureusement qu'il n'y a pas de distinction d'habits de nos jours pour raconter des histoires. Mais, votre affectionné. J'avais presque oublié. C'était la faute d'Edmond. Je l'ai en tête plus qu'il ne faut pour me faire du bien. De vous dire une chose très importante de la part d'Henry et de moi. Je veux dire au sujet de votre retour au Northamptonshire. Ma chère petite créature, ne restez pas à Portsmouth pour perdre votre belle mine. Ces vilaines brises de mer ruinent la beauté et la santé. Ma pauvre tante se sentait toujours atteinte quand elle se trouvait à une distance de moins de 10 milles de la mer, ce que l'amiral, évidemment, ne voulut jamais croire. Mais je sais que c'était ainsi. Je suis à votre service et à celui d'Henry, moyennant un préavis d'1 heure. J'aimerais le projet et ferai un petit tour, et vous montrerai Everingham à notre façon, et peut-être que vous n'objecteriez rien à passer par Londres et à voir l'intérieur de Saint-Georges, Hanover Square. Seulement, tenez votre cousin Edmond loin de moi à un tel moment. Je ne désirerais pas être tentée. Quelle longue lettre! Encore un mot. Henry, je crois, a l'intention d'aller de nouveau dans le Norfolk pour quelque affaire que vous approuvez. Mais cela n'ira pas avant le milieu de la semaine prochaine, c'est-à-dire, il ne peut être disponible avant le 14, car nous avons une réception ce soir. La valeur d'un homme comme Henry, dans une telle occasion, est une chose que vous ne pouvez pas concevoir. Donc vous devez me croire sur parole, elle est inestimable. Il verra les Rushworth, chose qui ne me déplaît pas, j'en conviens, ayant un peu de curiosité, et lui aussi, je crois, quoiqu'il ne veuille pas en convenir. Ceci était une lettre à parcourir joyeusement, à lire de propos délibérés, qui donnaient matière à beaucoup de réflexions et laissaient les choses dans une incertitude encore plus grande qu'avant. La seule certitude à en tirer, c'est que rien de décisif n'avait eu lieu. Edmond n'avait pas encore parlé. Ce que mademoiselle Crawford sentait réellement, comment elle comptait agir, et pourrait agir malgré ou contre sa pensée, si son attention pour elle était toujours la même qu'elle avait été avant la dernière séparation, si diminuée, elle allait encore plus diminuer, ou bien reprendre, étaient des sujets de conjecture sans fin, et à méditer ce jour-là et beaucoup de jours à venir, sans arriver à une conclusion. L'idée qui revenait le plus souvent était que mademoiselle Crawford, après avoir paru calmée et ébranlée par un retour aux habitudes de Londres, se montrerait à la fin trop attachée à lui pour y renoncer. Elle essayerait d'être plus ambitieuse que son cœur ne le lui permettait. Elle hésiterait, traînerait,
imposerait ses conditions, demanderait beaucoup, mais finalement accepterait. Ceci étaient les prévisions les plus fréquentes de Fanny. Une maison en ville. Cela, croyait-elle, devait être impossible. Encore était-il difficile de dire ce que mademoiselle Crawford ne pourrait pas demander. Les prévisions pour son cousin devenaient de plus en plus mauvaises. La femme qui pouvait parler de lui, et ne parler que de son apparence. Quel indigne attachement! Se sentir encouragée par les compliments de madame Fraser? Elle, qui l'avait connue intimement pendant 6 mois. Fanny était honteuse pour elle. Ces passages de la lettre, qui avaient trait seulement à M. Crawford et elle-même, la touchaient, en comparaison, fort peu. Si M. Crawford allait dans le Norfolk avant ou après le 14, ne l'intéressait pas, quoique, tout considéré, elle pensa qu'il devrait y aller sans délai. Que mademoiselle Crawford déploierait des efforts pour lui faire rencontrer madame Rushworth était dans sa ligne de conduite, très désobligeante et mal inspirée. Mais elle espérait que lui ne serait pas poussé par une curiosité aussi dégradante. Il n'admettait pas de tels mobiles, et sa sœur aurait pu lui reconnaître de meilleurs sentiments que les siens. Elle était encore plus impatiente de recevoir une autre lettre de Londres, après avoir reçu celle-ci, qu'elle ne l'avait été pour la première, et pendant quelques jours, elle fut si démontée par tout ceci, par ce qui allait encore se produire, et pourrait se produire, que ses conversations et lectures habituelles avec Suzanne étaient presque suspendues. Elle ne pouvait pas concentrer son attention comme elle le voulait. Si M. Crawford rappelait son message à son cousin, elle pensait que ce serait probable, même très probable, qu'il lui écrivît en tout cas. Cela serait en harmonie parfaite avec sa gentillesse habituelle. Et tant qu'elle ne se débarrassa pas de cette idée, tant qu'elle ne l'effaça pas de son esprit, aucune lettre n'arrivant dans un laps de temps de 3 ou 4 jours, elle se trouva dans un état très agité et très inquiet. Finalement, elle connut une sorte d'apaisement. L'incertitude devait être supportée. Elle ne pouvait pas lui permettre de l'épuiser et de la rendre inutile. Le temps fit quelque chose, ses propres efforts un peu plus, et elle recommença à se consacrer à Suzanne, chez qui elle éveilla le même intérêt. Suzanne commençait à s'attacher fort à elle, et bien qu'elle n'éprouvât aucune des joies précoces que Fanny avait si fortement ressenties à la lecture des livres, avec beaucoup moins de disposition pour des occupations sédentaires, ou pour apprendre pour le plaisir d'apprendre, elle avait un désir si fort de ne pas paraître ignorante, jusqu'à faire d'elle, avec une intelligence claire, une élève très attentive, utile et reconnaissante. Fanny était son oracle. Les explications et remarques de Fanny étaient une très importante ajoute à chaque essai ou chaque chapitre de l'histoire. Ce que Fanny lui racontait des temps révolus lui restait mieux dans l'esprit que les pages de Goldsmith. Et elle fit à sa sœur le compliment de préférer son style à celui de n'importe quel auteur imprimé. L'habitude précoce de lire lui faisait défaut. Leur conversation, toutefois, n'allait pas toujours à des sujets aussi élevés que l'histoire ou la morale. D'autres venaient à leur heure, et de tous les sujets mineurs, aucun ne revenait aussi souvent, ni n'était si longtemps discuté entre elles, que Mansfield Park, une description de ses habitants, de ses mœurs, de ses amusements, de ses façons d'être. Suzanne, qui avait un goût inné pour ce qui était élégant et de qualité, était impatiente d'entendre, et Fanny ne pouvait que se complaire à s'étendre sur un thème aussi cher. Elle espérait que ce n'était pas un tort, quoique, après un certain temps, la très grande admiration de Suzanne pour tout ce qui se disait ou se faisait dans la maison de son oncle, et son profond désir d'aller dans le Northamptonshire, semblassent presque la blâmer pour éveiller des désirs qui ne pouvaient pas être satisfaits. La pauvre Suzanne était à peine mieux appropriée à la vie de la maison que ne l'était sa sœur aînée, et quand Fanny en vint à comprendre ceci, elle commença à sentir que quand viendrait sa propre délivrance de Portsmouth, son bonheur subirait une sérieuse atteinte, parce qu'elle laisserait Suzanne derrière elle. Qu'une fille si apte à être rendue tout à fait bonne fût abandonnée entre de telles mains, la peinait de plus en plus. Si elle pouvait avoir une maison pour l'inviter aussi, quelle bénédiction ne serait-ce pas? Et s'il avait été possible pour elle de répondre aux sentiments de M. Crawford, la probabilité de voir celui-ci très loin d'objecter à une telle mesure aurait été pour elle le plus grand surcroît de joie. Elle lui croyait vraiment un bon caractère,
et pouvait aisément le voir donner avec plaisir son approbation à une telle proposition. Chapitre 13. 7 semaines des 2 mois étaient presque révolues, quand l'unique lettre, la lettre d'Edmond si longtemps attendue, fut mise entre les mains de Fanny. Quand elle l'ouvrit et vit sa longueur, elle se prépara à lire une relation détaillée de bonheur, une profusion d'amour et de louanges envers la créature fortunée qui maintenant présidait à son sort. Voici le texte. Mansfield Park, ma chère Fanny, excusez-moi de ne pas vous avoir écrit plus tôt. Crawford m'a dit que vous aimeriez avoir de mes nouvelles, mais je trouvais qu'il m'était impossible de vous écrire de Londres et me persuadais que vous comprendriez mon silence. Si j'avais pu envoyer quelques lignes heureuses, elles ne se seraient pas fait désirer, mais je n'ai jamais pu vous envoyer ces quelques lignes. Je suis retourné à Mansfield dans un état moins certain que je ne l'ai quitté. Mes espoirs sont beaucoup plus faibles. Vous le savez sans doute déjà. Aussi cher que vous êtes à mademoiselle Crawford, il n'est que tout naturel qu'elle vous parle assez de ses propres sentiments pour vous éclairer sur les miens. Je ne serai pas empêché cependant de faire ma propre communication. Nos confidences ne doivent pas entrer en conflit. Je ne pose pas de questions. Il y a quelque chose d'apaisant dans l'idée que nous avons le même ami, et que, quelles que soient les malheureuses divergences d'opinion qui puissent exister entre nous, nous sommes unis dans notre amour commun pour vous. Ce sera une consolation pour moi de vous dire mes plans présents, si je puis dire que j'en ai. Je suis revenu depuis samedi. J'ai été 3 semaines à Londres, et je l'ai vu très souvent. Je reçus des Fraser toutes les attentions auxquelles on peut raisonnablement s'attendre. Je puis dire que je n'étais pas raisonnable en apportant avec moi les mêmes espoirs de rapports semblables en tout à ceux de Mansfield. Si elle avait été différente, quand je l'ai rencontrée, je ne me serais pas plaint. Mais dès le début, elle était autre. Ma première réception fut si différente de tout ce que j'espérais, que j'avais presque résolu de quitter de nouveau Londres directement. Je ne dois pas donner de détails. Vous connaissez les points faibles de son caractère et pouvez imaginer les sentiments et expressions qui me torturaient. Elle était pleine d'entrain et entourée par ceux qui soutenaient de toute leur mauvaise influence son esprit déjà trop vif. Je n'aime pas madame Fraser. C'est une femme au cœur froid, vaine, qui s'est mariée uniquement par intérêt, et quoique manifestement malheureuse dans son mariage, qui attribue son désappointement non à un défaut de jugement ou de caractère, mais à ce qu'elle a moins d'opulence que beaucoup de ses connaissances, et surtout que sa sœur, Lady Stornoway. Elle est le partisan déterminé de tout ce qui est vénal et ambitieux, pourvu que ce le soit assez. Je considère que son intimité avec ses 2 sœurs est le plus grand malheur de sa vie et de la mienne. Elles l'ont égarée pendant des années. Si elle pouvait être détachée d'elle. Parfois, je ne désespère pas, car l'affection me semble surtout venir d'elle. Elles tiennent beaucoup à elle. Mais j'en suis sûre, elle ne les aime pas comme elle vous aime, vous. Quand je songe combien elle vous est attachée, en effet, et que je pense à toute sa conduite sensée et droite, elle apparaît comme une créature toute différente, capable de tout ce qui est noble, et je suis prêt à me blâmer moi-même, si je parlais d'elle trop durement sur un ton larmoyant. Je ne puis y renoncer, Fanny. Elle est la seule femme au monde à laquelle je puis songer comme épouse. Si je ne croyais pas qu'elle a quelque considération pour moi, certainement je ne dirais pas ceci, mais je le crois. Je suis convaincu qu'elle n'est pas sans une préférence marquée. Je ne jalouse personne. C'est de son influence mondaine que, somme toute, je suis jaloux. Ce sont les habitudes de luxe que je crains. Ses idées ne vont pas au-delà de ce que sa propre fortune pourrait justifier, mais elles sont au-dessus de ce que nos revenus pourraient permettre. Là aussi, il y a du réconfort. Je pourrais mieux supporter l'idée de la perdre à cause de ma pauvreté qu'à cause de ma profession. Cela prouverait que son affection n'est pas à la hauteur des sacrifices, qu'en fait, je suis à peine justifiée à demander quelque chose, et si je suis évincée, cela, je crois, sera l'honnête motif. Ses préjugés ne sont plus aussi forts qu'ils ne l'étaient. Vous avez mes pensées exactement comme elles se présentent, ma chère Fanny. Peut-être sont-elles parfois contradictoires, mais elles n'en donnent pas moins un tableau fidèle de mon esprit. Ayant commencé, c'est un vrai plaisir pour moi de vous raconter tout ce que je sens. Je ne sais pas y renoncer.
liés comme nous le sommes déjà, et comme j'espère que nous le serons, renoncer à Mary Crawford serait renoncer à la société de certains êtres qui me le sont le plus chers, à me bannir de ces maisons et de ces amis où, pour toute autre détresse, j'irais m'adresser pour être consolé. La perte de Marie comprendrait inévitablement pour moi la perte de Crawford et de Fanny. Si c'était chose décidée, si le refus était certain, j'espère que je saurais comment le supporter et comment je tâcherais d'affaiblir l'emprise qu'elle a sur mon cœur et, au bout de quelques années, mais j'écris des bêtises. Si j'étais refusé, j'aurais à le supporter, et je ne pourrais jamais cesser de chercher à la gagner. Cela, c'est la vérité. La seule question est comment? Quels sont les moyens les plus appropriés? J'ai parfois songé à aller à Londres après Pâques, et puis j'ai décidé de ne rien faire jusqu'à ce qu'elle retourne à Mansfield. Même maintenant, elle parle avec plaisir d'être à Mansfield en juin. Mais juin, c'est bien loin encore, et je crois que je lui écrirai. Je me suis presque décidé à m'expliquer par lettre. Être fixé bientôt est un point important. Mon état présent est bien ennuyeux. Tout bien considéré, je crois qu'une lettre sera décidément la meilleure façon de m'expliquer. Je serai en état de dire beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire, et lui donnerai du temps pour réfléchir avant qu'elle ne prenne une décision au sujet de sa réponse, et je suis moins effrayé du résultat de la réflexion que d'une impulsion immédiate et hâtive. Le plus grand danger résulterait d'une consultation de madame Fraser, alors que je suis loin, incapable de plaider ma propre cause. Une lettre m'expose à tous les dangers d'une consultation, et où l'esprit hésite sur la meilleure décision, un conseiller peut, en un moment malheureux, l'amener à faire ce qu'il pourrait regretter plus tard. Je dois réfléchir un instant sur ceci. Cette longue lettre pleine de mes propres soucis suffira à fatiguer même l'amitié d'une Fanny. La dernière fois que j'ai vu M. Crawford, c'était à la réception chez madame Fraser. Je suis de plus en plus heureux de tout ce que je vois et entends dire de lui. Il n'y a pas chez lui l'ombre d'une hésitation. Il connaît à fond son propre esprit et agit quand il a pris une résolution. C'est une inestimable qualité. Je ne pouvais pas le voir avec ma sœur aînée dans la même chambre sans me souvenir de ce que vous m'avez dit un jour, et je reconnais qu'ils ne se rencontrèrent point en amis. Il y avait chez elle de la froideur marquée. C'est à peine s'ils parlèrent. Je le vis se retirer surpris, et je regrettais que madame Rushworth gardât encore de la rancune pour un soi-disant manque d'égard envers mademoiselle Bertram. Vous désiriez connaître quel degré de bonheur Maria donne comme épouse? Il n'y a pas d'apparence qu'il soit malheureux. J'espère qu'il s'accorde bien. J'ai dîné 2 fois à Wimpole Street et aurais pu y aller plus souvent, mais c'est mortifiant de devoir être avec Rushworth comme avec un frère. Julia semble être tout à fait enchantée de Londres. J'avais peu de joie là-bas, mais j'en ai moins ici. Nous ne sommes pas une compagnie vivante ici. Tous, nous vous désirons beaucoup. Vous me manquez plus que je ne puis vous le dire. Ma mère veut que je vous transmette toute son affection et espère avoir de vos nouvelles sous peu. Elle parle de vous presque à chaque heure, et je suis triste de songer qu'elle devra sans doute se passer de vous pendant plusieurs semaines encore. Mon père compte venir vous prendre lui-même, mais ce ne sera qu'après Pâques, quand il aura affaire en ville. Vous êtes heureuse à Portsmouth, j'espère, mais votre séjour là-bas ne doit pas être annuel. Je vous désire à la maison, de façon à prendre votre avis au sujet de Thornton Lacey. Je n'ai pas grande envie d'y apporter des améliorations considérables si le domaine n'aura jamais une maîtresse. Je pense que je vais certainement écrire. Il est tout à fait décidé que les Grant vont à Bath. Ils quittent Mansfield lundi. Je m'en réjouis. Je ne suis pas assuré que cela intéresse quelqu'un. Mais votre tante semble sentir qu'il est malheureux pour elle qu'un tel chapitre des nouvelles de Mansfield échoie à ma plume au lieu de la sienne. Toujours vôtre, ma très chère Fanny. Non, jamais plus. Non, certainement jamais je ne désirerais recevoir encore une lettre, fut la secrète déclaration de Fanny en finissant celle-ci. Pourquoi n'apporte-t-elle que mécompte et chagrin? Pas avant Pâques? Comment vais-je le supporter? Et ma pauvre tante parlant de moi à chaque heure? Fanny réagit contre la tendance de ses pensées autant qu'elle le put, mais elle était bien près de croire que sir Thomas était très désobligeant, tant pour elle que pour sa tante. Quant à l'objet principal de la lettre,
Il n'y avait là rien de nature à calmer son irritation. Elle était presque tourmentée par l'indignation et la colère qu'elle éprouvait contre Edmond. « À quoi bon ce délai ?» se dit-elle. « Pourquoi l'affaire n'est-elle pas solutionnée ? Il est aveuglé et rien n'ouvrira ses yeux, et rien ne pourra les lui ouvrir, après qu'il ait eu l'évidence devant lui, si longtemps et en vain. Il l'épousera et sera pauvre et misérable. Que Dieu fasse que son influence ne le rende pas indigne de respect. » Elle parcourut de nouveau la lettre. Tellement attachée à moi. Bêtise que tout cela. Elle n'aime personne, sauf elle-même et son frère. Ses amis l'égarant pendant des années. C'est tout aussi bien elle qui peut avoir égaré ses amis. Elles se sont évidemment toutes gâtées l'une l'autre. Mais si elles tiennent plus à elle qu'elle à eux, elle a été probablement la moins atteinte, sauf par leur flatterie. La seule femme au monde à laquelle il pouvait songer comme épouse, cela je le crois fermement. Accepter ou rejeter, son cœur est lié à elle pour toujours. La perte de Marie, je dois la considérer comme la perte de Crawford et de Fanny. Edmond, vous ne me connaissez pas. Les familles ne seraient jamais unies si vous ne les unissiez pas. Oh, écrivez, écrivez, finissez-en tout de suite, qu'il y ait une fin à cette incertitude. Décidez, agissez, condamnez vous-même. De tels sentiments étaient cependant trop proches du ressentiment pour guider longtemps les monologues de Fanny. Elle fut bientôt plus attendrie et attristée. Son chaud respect, ses gentilles expressions, ses confidences la touchaient profondément. Il n'était que trop bon pour tout le monde. C'était une lettre qu'elle aurait payée n'importe quel prix et qui ne pouvait jamais être assez estimée. Et telle en était la conclusion. Toute personne qui a à écrire des lettres sans avoir beaucoup à dire, ce qui s'applique à presque tout le monde féminin, doit sympathiser avec Lady Bertram pour sa malchance de connaître une nouvelle aussi extraordinaire à Mansfield comme la certitude du départ des Grant à Bath, à un moment où elle ne pouvait en tirer aucun avantage, et doit admettre que ce fut mortifiant pour elle de la voir tomber en partage à son fils ingrat et traité avec autant de concision que possible à la fin d'une longue lettre, au lieu de l'avoir à développer sur presque toute une page à elle. Car quoique Lady Bertram brillât plutôt dans l'art épistolaire, ayant au début de son mariage, par le désir d'avoir une occupation et grâce au fait que Sir Thomas faisait partie du Parlement, appris à gagner et conserver des correspondants et à se former un style très estimable, banal et prolixe, de sorte qu'une toute petite nouvelle lui suffisait, elle ne pouvait cependant pas n'en avoir aucune. Il lui fallait un sujet pour écrire, même à sa nièce. Et étant sur le point de perdre bientôt les symptômes de goutte du docteur Grant et les visites matinales de madame Grant, il était très dur pour elle d'être privée d'une source d'inspiration épistolaire. Il y eut cependant une riche compensation en vue pour elle. L'heure où la chance sourit à madame Bertram vint. Quelques jours après l'arrivée de la lettre d'Edmond, Fanny en reçut une de sa tante qui débutait ainsi. « Ma chère Fanny, je prends ma plume pour te faire savoir une nouvelle très alarmante qui ne manquera pas de te préoccuper très fort. Ceci valait mieux que de devoir saisir la plume pour l'informer de tous les détails du voyage que les Grant avaient l'intention de faire, car la nouvelle actuelle était de nature à promettre de l'occupation à sa plume pour longtemps, n'étant rien de moins que la maladie dangereuse de son fils aîné, dont ils avaient eu connaissance par un message quelques heures auparavant. Tom était parti de Londres avec une compagnie de jeunes gens à Newmarket, où une chute négligée et d'abondantes libations avait provoqué la fièvre, et quand la compagnie se dispersa, incapable de se mouvoir, il avait été abandonné dans la maison d'un de ces jeunes gens, à la maladie, à la solitude et aux soins des seuls domestiques. Au lieu d'être assez vite remis pour suivre ses amis, comme il l'avait espéré alors, ses troubles augmentèrent considérablement, et il se crut bientôt assez malade pour être de l'avis de son médecin et envoyer une lettre à Mansfield. « Cette triste nouvelle, comme vous pouvez le supposer, observait Lady Bertram, après l'avoir annoncée, nous a jetés dans une grande agitation, et nous ne pouvons nous empêcher d'être très inquiets et pleins d'appréhension pour le pauvre malade, dont l'état craint Sir Thomas
peut-être très critique, et Edmond propose gentiment de soigner son frère immédiatement, mais je suis heureuse d'ajouter que Sir Thomas ne m'abandonnera pas dans ces tristes circonstances, car ce serait trop pénible pour moi. Edmond manquera grandement à notre petit cercle, mais je compte et j'espère qu'il trouvera le pauvre malade dans un état moins alarmant qu'on ait pu le craindre, et qu'il pourra le transporter bientôt à Mansfield, ce que Sir Thomas propose de faire, et estime à tous les points de vue le mieux, et j'ose croire que le pauvre malade pourra bientôt supporter le transfert sans graves inconvénients. Comme je ne doute pas de vos sentiments envers nous, ma chère Fanny, dans ces tristes circonstances, j'écrirai de nouveau bientôt. En l'occurrence, les sentiments de Fanny étaient considérablement plus chaleureux et plus sincères que le style de sa tante. Elle sympathisait vivement avec tous. Tom, dangereusement malade, Edmond, parti pour le soigner, et la triste petite compagnie qui restait à Mansfield, étaient des préoccupations à exclure toutes les autres, ou presque toutes les autres. Elle pouvait trouver tout juste assez d'égoïsme pour se demander si Edmond avait écrit à mademoiselle Crawford avant que cet appel ne vienne, mais aucun sentiment qui n'était pas de pure affection et d'anxiété désintéressée ne put longtemps rester en elle. Sa tante ne l'oublia pas, elle écrivit lettre sur lettre, il recevait souvent des nouvelles d'Edmond, et ses relations étaient régulièrement transmises à Fanny dans le même style diffus et le même mélange de confiance, d'espoir, de crainte, se succédant et se présentant au gré du hasard. C'était une espèce de jeu qui consistait à s'effrayer. Les souffrances que Lady Bertram ne voyait pas avaient peu d'effet sur son imagination, et elle parlait bien tranquillement d'agitation, d'anxiété, de pauvres malades, jusqu'à ce que Tom fût transporté à Mansfield et que ses propres yeux eussent vu combien il avait changé. Alors, une lettre qu'elle avait déjà préparée précédemment pour Fanny fut terminée dans un style différent, avec des vrais sentiments et de l'anxiété. Elle écrivit comme elle aurait parlé. « Il vient d'arriver, ma chère Fanny, et l'on a monté, et je suis si émue de le voir que je ne sais que faire. Je suis sûre qu'il est très malade. Pauvre Tom, je suis navrée pour lui et très effrayée, de même que Sir Thomas, et que je serais heureuse si vous étiez ici pour me soutenir. Mais Sir Thomas espère qu'il sera mieux demain, et dit que nous devons tenir compte des effets du voyage. » La vraie sollicitude maintenant réveillée dans le sein maternel ne se calma pas vite. L'extrême impatience que manifestait Tom d'être transporté à Mansfield et de goûter ce bien-être de la maison et de la famille dont il avait fait peu de cas quand il était en bonne santé, avait probablement provoqué un transfert prématuré, et il en résulta un retour de fièvre. Pendant une semaine, son aspect fut des plus alarmants. Tous étaient sérieusement effrayés. Lady Bertram racontait ses terreurs journalières à sa nièce, dont on pouvait dire maintenant qu'elle se nourrissait de lettres et qu'elle partageait son temps à souffrir de celles qu'elle recevait aujourd'hui et à appréhender celles du lendemain. Sans la moindre affection particulière pour l'aîné de ses cousins, son cœur tendre lui faisait sentir qu'elle ne pouvait pas se passer de lui, et la pureté de ses principes y ajoutait encore une plus vive sollicitude, quand elle considérait combien peu sa vie avait été utile et qu'elle avait été sans un renoncement, du moins en apparence. Suzanne était sa seule confidente à cette occasion, comme à beaucoup d'autres moins importantes. Suzanne était toujours prête à écouter et à sympathiser. Personne d'autre n'aurait pu être intéressé par un mal aussi lointain qu'une maladie, dans une famille, à 100 lieues de distance, pas même Madame Price, à part une question ou deux, quand elle voyait sa fille une lettre en main. Et de temps en temps, elle faisait cette tranquille observation. « Ma pauvre sœur Bertram doit être dans un terrible état. » Dénouée depuis si longtemps, dans une situation si différente, les liens du sang ne représentaient presque plus rien. Une affection originellement aussi paisible que leur caractère n'était plus qu'un simple mot. Madame Price fit autant pour Lady Bertram que Lady Bertram eût fait pour Madame Price. 3 ou 4 Price eussent pu être balayés, un ou tous, sauf Fanny et William, et Lady Bertram eût été peu impressionnée. On eût peut-être entendu des lèvres de Madame Norris que c'était un vrai bonheur pour leur sœur Price de les voir si bien placées. Chapitre 14.
Après une semaine, depuis son retour à Mansfield, tout danger immédiat pour Tom avait disparu et il était sauvé pour le moment, du moins assez pour tranquilliser sa mère, car habituée qu'elle était maintenant à le voir dans un état de souffrance et de faiblesse, n'entendant que ce qui était favorable et se contentant de ce qu'elle entendait sans penser plus loin, avec peu de disposition pour s'alarmer et aucune aptitude à saisir ce qui se disait à demi-mot, Lady Bertram était le sujet le plus disposé de tous à un peu de dissimulation médicale. La fièvre avait disparu. De la fièvre, il s'était plaint. Évidemment, il serait bientôt guéri. Lady Bertram ne pouvait penser à rien d'autre, et Fanny partageait l'assurance de sa tante, jusqu'à ce qu'elle reçût quelques lignes d'Edmond, écrites spécialement pour lui donner une idée plus claire de l'état de son frère et la mettre au courant des appréhensions que lui et son père avaient puisées chez le docteur, en rapport avec de forts symptômes hectiques qui semblaient s'emparer de lui après le départ des fièvres. Il trouvait mieux que Lady Bertram ne fût pas continuellement en proie d'alarmes, qui peut-être sembleraient injustifiées. Mais il n'y avait pas de raison à dissimuler la vérité à Fanny. Ils avaient des appréhensions pour ses poumons. Quelques lignes d'Edmond lui montrèrent le patient et la chambre du malade dans un jour bien plus réel et plus fort que ne le pouvaient faire toutes les feuilles de papier de Lady Bertram. Il n'y avait personne dans la maison qui n'eût pas pu dépeindre mieux qu'elle le résultat de ses observations personnelles. Personne qui parfois ne fût plus utile qu'elle à son fils. Elle ne pouvait qu'entrer et regarder doucement, mais dès qu'il fut capable de converser ou d'entendre de la lecture, Edmond fut son compagnon préféré. Sa tante l'ennuyait par ses soins, et sir Thomas ne parvint pas à mettre sa voix au diapason d'un malade irrité et faible. Edmond était imperturbable. Fanny, en tout cas, se l'imaginait ainsi, et devait se rendre compte que son estime avait encore grandi quand il lui apparut comme le serviteur, le soutien et le consolateur d'un frère souffrant. Il n'y avait pas seulement la débilité d'une récente maladie à surmonter, il y avait aussi, comme elle l'apprenait maintenant, des nerfs fort atteints, un moral très déprimé à calmer et à relever. La famille n'avait pas de prédisposition à la tuberculose, et elle était plus encline en ce cas à espérer qu'à craindre, sauf quand elle songeait à mademoiselle Crawford, car mademoiselle Crawford lui donnait l'impression d'être l'enfant chéri de la fortune, et son égoïsme et sa vanité avaient une vraie chance à voir Edmond fils unique. Même dans la chambre du malade, l'heureuse Marie n'était pas oubliée. La lettre d'Edmond portait ce post-scriptum. À propos de ma dernière lettre, j'avais commencé à l'écrire lorsque je fus appelé par la maladie de Tom. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je crains l'influence des amis. Quand Tom sera mieux, j'irai. Ainsi allaient les choses à Mansfield, et c'est ainsi qu'elles continuèrent à aller, avec à peine quelques changements jusqu'à Pâques. Une ligne occasionnellement, ajoutée par Edmond à la lettre de sa mère, suffisait pour informer Fanny. L'amélioration chez Tom était si lente que l'on pouvait s'en alarmer à juste titre. Pâques vint, très tard cette année-là, comme Fanny l'avait tristement constaté, au moment où elle avait appris qu'elle n'avait aucune chance d'être délivrée de Portsmouth avant cette date. Pâques vint, et elle n'avait rien appris au sujet de son retour. Rien du voyage à Londres, qui devait précéder son propre retour. Sa tante exprimait souvent le désir de la voir, mais il n'y avait aucune communication, aucun message de son oncle, de qui tout dépendait. Elle supposait qu'il ne pouvait pas encore quitter son fils, mais pour elle c'était un cruel, un terrible délai. La fin d'avril approchait. Il y aurait bientôt presque 3 mois au lieu de 2, qu'elle avait été loin d'eux tous, et que ces jours s'étaient écoulés dans un état de pénitence. Elle espérait bien qu'ils ne comprendraient pas complètement, car elle les aimait trop. Et qui pouvait dire quand on trouverait du temps libre pour penser à la chercher? Son ardeur, son impatience, son désir d'être avec eux rappelèrent 2 lignes du Tirocinium de Cowper. Avec quel ardent désir elle soupire après sa maison, qui était continuellement sur sa langue comme la plus vraie description d'une aspiration dont elle ne croyait pas qu'elle pût être plus vive dans le cœur d'un collégien. En arrivant à Portsmouth, elle s'était plu à l'appeler sa maison,
avait aimé dire qu'elle allait aller à la maison. Ce mot lui avait été très cher, et il en était encore ainsi, mais il fallait l'appliquer à Mansfield. Cela, c'était maintenant la maison. Portsmouth était Portsmouth. Mansfield, la maison. Elle en avait décidé depuis longtemps ainsi, dans l'abandon de ses secrètes méditations. Et rien n'était plus consolant pour elle que de voir sa tante employer le même langage. « Je ne puis que dire combien je regrette votre absence de la maison, en ce triste temps qui me pèse tant. Je compte, j'espère et je désire sincèrement que vous ne soyez plus jamais absente aussi longtemps de la maison. » Étaient des phrases délicieuses pour elle, mais ce n'était qu'une joie toute intime. La délicatesse envers ses proches l'incitait à la prudence et à ne pas trahir une telle préférence pour la maison de son oncle. C'était toujours « Quand je retourne dans le Northamptonshire ou quand je retourne à Mansfield, je ferai ceci et cela. » Pour tout un temps ce fut ainsi, mais à la longue son désir devint plus fort et, abandonnant toute prudence, elle se surprit à parler de ce qu'elle ferait quand elle retournerait à la maison, sans qu'elle s'en rendît compte. Elle se blâma, rougit, et regarda craintivement son père et sa mère. Elle n'aurait pas dû se trouver mal à l'aise. Il n'y avait pas le moindre signe de déplaisir sur leur visage. L'avait-on même remarqué? L'on était absolument exempt de jalousie à Mansfield. Ce fut triste pour Fanny de perdre toutes les joies du printemps. Elle n'avait pas su auparavant ce qu'elle allait perdre en passant mars et avril dans une ville. Elle n'avait pas su combien les débuts et les progrès de la végétation l'avaient enchantée. Quelle vivacité de corps et d'esprit elle avait eue en observant l'avancement de cette saison qui, malgré ses caprices, ne peut manquer d'être charmante, et en voyant sa beauté se développer depuis les premières fleurs dans les recoins les plus chauds du jardin de sa tante, jusqu'au développement des feuilles dans les cultures de son oncle et la gloire de ses forêts. Perdre de tels plaisirs n'était pas une petite chose, mais de les perdre pour être à l'étroit et dans le bruit, pour être enfermé, pour avoir du mauvais air, de mauvaises odeurs, au lieu de la liberté, la fraîcheur, les parfums et la verdure, étaient choses bien plus graves. Mais même ces incitations à des regrets étaient faibles, comparées à celles qui provenaient de la conviction qu'elle manquait à ses meilleurs amis, et le désir d'être utile à ceux qui avaient besoin d'elle. Si elle avait pu être à la maison, elle aurait pu être utile à chaque créature qui y vivait. Elle sentait qu'elle aurait été une aide pour tous. À chacun, elle aurait épargné une peine et un effort. Et si elle n'avait pas soutenu le moral de tante Bertram, en la protégeant contre le mal de la solitude, et celui plus grand encore de la présence d'une compagne agitée et trop empressée, trop habile à exagérer le danger pour faire valoir sa propre importance, sa présence là-bas aurait été un bien pour tous. Elle aimait s'imaginer comment elle aurait pu lire à sa tante, comment elle aurait pu lui parler et essayer de lui faire sentir le bonheur présent et préparer son esprit à ce qui pourrait survenir. Et combien de fois elle aurait pu lui épargner la peine de monter et descendre les escaliers, et combien de messages elle aurait pu transmettre. Elle s'étonnait que les sœurs de Tom puissent se contenter de rester à Londres à un pareil moment, pendant une maladie qui, maintenant, avec des hauts et des bas, avait duré plusieurs semaines. Elles pouvaient revenir à Mansfield à leur gré, voyager ne pouvait présenter aucune difficulté pour elles, et elles ne pouvaient pas comprendre comment toutes deux pouvaient encore rester éloignées. Si madame Rushworth pouvait croire que certaines obligations la retenaient, Julia pouvait certainement quitter Londres quand elle le voulait. Il apparut d'après une lettre de sa tante que Julia avait offert de revenir si l'on avait besoin d'elle, mais ce fut tout. Il était évident qu'elle préférait rester où elle était. Fanny était disposée à penser que l'influence de Londres était hostile à toutes les affections respectables. Elle en vit la preuve chez mademoiselle Crawford, aussi bien que chez ses cousines. Son affection pour Edmond avait été respectable. Ce qu'il y avait de plus respectable dans son caractère, son amitié pour elle-même, avait au moins été à l'abri de tout reproche. Que restait-il de ces deux sentiments maintenant? Depuis si longtemps, Fanny n'avait reçu aucune lettre d'elle, si bien qu'elle était fondée à ne pas trop prendre au sérieux une amitié sur laquelle on s'était tant appuyé. Il y avait des semaines qu'elle était sans nouvelles de mademoiselle Crawford ou de ses autres relations en ville, sauf par Mansfield,
et elle commença à croire qu'elle ne saurait jamais si M. Crawford était retourné dans le Norfolk ou pas, à moins de le rencontrer, ou qu'elle pourrait encore avoir des nouvelles de sa sœur ce printemps, quand elle reçut la lettre suivante qui lui fit revivre d'anciennes sensations et en créa de nouvelles. « Pardonnez-moi, ma chère Fanny, autant que vous le pouvez, mon long silence, et agissez comme si vous pouviez me pardonner tout de suite. Ceci est ma modeste prière et mon attente, car vous êtes si bonne, que je compte être mieux traitée que je ne le mérite, et j'écris maintenant pour demander une réponse immédiate. Je veux savoir ce qu'il en est de Mansfield Park, et vous, sans doute, êtes parfaitement en mesure de me le dire. Il faudrait être une brute pour ne pas compatir à la peine qu'ils ont, et suivant ce que j'apprends, le pauvre M. Bertram a peu de chances de guérir. D'abord, j'ai fait peu de cas de sa maladie. Je le considérais comme la sorte de personne autour de laquelle on fait du bruit, et qui elle-même ferait du bruit pour la moindre petite maladie. Mais maintenant, on affirme avec certitude que réellement, il décline, que les symptômes sont des plus alarmants, et qu'une partie de la famille, au moins, en est consciente. S'il en est ainsi, vous devez être parmi celles qui comprennent, et pour cela je vous prie de me faire savoir jusqu'à quel point j'ai été exactement renseignée. Inutile de vous dire combien je serais heureuse d'apprendre qu'il y a eu quelque erreur, mais le bruit est si persistant que je confesse que je ne puis m'empêcher de trembler. Voir un si beau jeune homme fauché dans la fleur de ses jours est très triste. Le pauvre sir Thomas le sentira terriblement. Je suis vraiment très troublée par la chose, Fanny. Fanny, je vous vois sourire et regarder avec malice, mais sur mon honneur, je n'ai jamais corrompu de médecin dans ma vie. Pauvre jeune homme, s'il doit mourir, il y aura 2 jeunes gens moins pauvres sur la terre. Et avec un visage sans crainte et à voix haute, je dis à tous que la fortune, avec ce qui s'ensuit, ne pouvait pas tomber en des mains plus méritantes. Au dernier Noël, c'était une sotte précipitation. Mais le mal de quelques jours peut être effacé partiellement. Le vernis et la dorure cachent beaucoup de taches. Ce ne sera que la perte de l'Esquire derrière son nom. Avec beaucoup d'affection, comme la mienne, Fanny, on passerait sur plus de choses. Écrivez-moi par retour, jugez de mon anxiété et n'en riez pas. Dites-moi l'exacte vérité, comme vous l'avez de première source. Et maintenant, n'allez pas vous donner du mal à être honteuse de mes sentiments ou des vôtres. Croyez-moi, ils sont philanthropiques et vertueux. Je vous demande en conscience si Sir Edmond ne ferait pas plus de bien avec toute la propriété des Bertram que n'importe quelle autre sœur possible. Si les Grant avaient été chez eux, je ne vous aurais pas importuné, mais vous êtes la seule à qui je puis m'adresser pour savoir la vérité, ces sœurs étant hors de ma portée. Madame Rushworth a passé les fêtes de Pâques avec les Aylmers à Twickenham, comme vous le savez certainement, et n'est pas encore revenue, et Julia est avec les cousins qui vivent près de Bedford Square, mais j'ai oublié leur nom et leur adresse. Si je pouvais m'adresser directement à l'une d'elles, je vous préférerais encore parce que cela me frappe qu'elles ont toutes démontré si peu d'empressement à interrompre leurs propres amusements jusqu'à fermer les yeux sur la vérité. Je suppose que les vacances de Pâques de Madame Rushworth ne vont plus durer longtemps. Aucun doute que ce ne soient des vraies vacances pour elle. Les Aylmers sont des gens plaisants, et loin de son mari, elle ne peut avoir que de l'agrément. À elle revient le mérite de l'avoir encouragée à aller à Bath chercher sa mère, comme c'est son devoir. Mais comment va-t-elle s'entendre avec la douairière dans une même maison? Henry n'est pas là, et je n'ai rien à dire de lui. Ne croyez pas que sans cette maladie, Edmond aurait été de nouveau en ville depuis longtemps. Votre toujours, Marie. J'avais déjà commencé à plier ma lettre quand Henry entra, mais il n'apporte aucune nouvelle pour me décider à ne pas l'envoyer. Madame Rushworth sait qu'on craint une issue fatale. Il l'a vue ce matin. Elle retourne à Wimpole Street aujourd'hui. La vieille dame est arrivée. Maintenant, ne vous tourmentez pas avec de drôles d'idées, parce qu'il a passé quelques jours à Richmond. Il le fait chaque printemps. Soyez assurés qu'il ne s'inquiète que de vous. À ce moment, il brûle de vous voir, et il est occupé à combiner les moyens de le faire, et à faire contribuer son bonheur au vôtre. Comme preuve, il répète avec insistance ce qu'il a dit à Portsmouth à propos de son intention de vous ramener à la maison, et je me joins à lui en cela de toute mon âme. Chère Fanny, écrivez directement et dites-nous de venir.
Cela nous fera du bien à tous. Lui et moi pouvons aller au presbytère, vous le savez, et ne pas être une charge pour nos amis de Mansfield. Ce serait vraiment agréable de les revoir de nouveau tous, et un peu plus de société pourrait bien leur servir. Et quant à vous-même, vous devez sentir qu'on a besoin de vous là-bas, et que vous ne pouvez pas en conscience, et consciencieuse, vous l'êtes, rester loin quand vous avez le moyen d'y retourner. Je n'ai ni le temps ni la patience de transmettre la moitié des messages d'Henry. Soyez persuadés que l'esprit de chacun et de tous est de l'affection inaltérable. Le dégoût de Fanny pour la majeure partie de cette lettre, avec son extrême répugnance de vouloir associer celle qui l'avait écrite à son cousin Edmond, l'aurait rendue incapable, comme elle le sentait, de décider avec impartialité si l'offre par laquelle elle se terminait devait être acceptée ou non. Pour elle, individuellement, elle était trop tentante. Se trouver elle-même, peut-être dans 3 jours, transportée à Mansfield, était une image de la plus haute félicité. Mais c'eût été une sérieuse atteinte à son bonheur de le devoir à des personnes dans les sentiments et la conduite desquelles elle voyait en ce moment tant de choses à condamner. Les sentiments de la sœur, la conduite du frère, sa froide ambition, sa vanité irréfléchie, et le savoir encore en flirt peut-être avec madame Rushworth. Elle en était mortifiée, elle s'était attendue à mieux. Heureusement, cependant, elle n'eut pas à peser ni à décider entre des inclinations et des notions douteuses de son devoir. Il n'y avait aucune nécessité de déterminer s'il fallait tenir Marie loin d'Edmond ou pas. Elle avait une règle à appliquer qui mettait toutes choses en place. Son respect pour son oncle et la peur de prendre des libertés avec lui tracèrent clairement et instantanément la voie à suivre. Elle devait absolument repousser la proposition. S'il le désirait, il pouvait la faire prendre, et même lui proposer un retour rapide était une présomption que rien ne semblait devoir justifier. Elle remercia mademoiselle Crawford, mais lui opposa un refus catégorique. Son oncle, croyait-elle savoir, comptait venir la chercher, et si la maladie de son cousin s'était prolongée pendant des semaines sans qu'on ait besoin d'elle, elle devait supposer que son retour n'était pas souhaité pour le moment, et qu'elle se serait sentie une gêne. La description de l'état de son cousin à ce moment correspondait exactement à ce qu'elle-même se représentait, et pouvait donner l'espoir à l'esprit confiant de son correspondant de voir réaliser tout ce qu'il désirait. Elle pardonnerait, semblait-il, à Edmond d'être un clergyman sous certaines conditions de fortune. Et elle croyait que, fortuné, Edmond pouvait la conquérir sans qu'il y ait préjudice. Elle n'avait appris à ne compter qu'avec l'argent. Chapitre 15. Comme Fanny ne pouvait pas douter que sa réponse apporterait un véritable désappointement, elle s'attendait plutôt, d'après sa connaissance du caractère de mademoiselle Crawford, à être pressée de nouveau, et quoiqu'une seconde lettre n'arrivât pas dans l'espace d'1 semaine, elle avait encore la même impression quand celle-ci arriva. En la recevant, elle put immédiatement se rendre compte qu'elle était brève et elle était persuadée que c'était une lettre écrite à la hâte, une lettre d'affaires. 2 minutes suffirent pour lui suggérer que, probablement, c'était simplement pour l'avertir qu'il serait à Portsmouth le jour même, et pour la jeter dans toute l'agitation du doute sur ce qui lui restait à faire en un pareil cas. Si 2 minutes peuvent vous entourer de difficultés, une 3e peut les disperser. Et avant d'avoir ouvert la lettre, la possibilité que M. et Mlle Crawford s'étaient adressés à son oncle et avaient obtenu son accord la remit à l'aise. Voici ce que disait la lettre. « Une rumeur scandaleuse et méchante vient de me parvenir, et je vous écris, chère Fanny, pour vous mettre en garde contre elle. Ne lui accordez aucun crédit, si elle ne se répandait dans le pays. Comptez bien qu'il y a un malentendu, et qu'un jour ou 2 le dissiperont. Et en tout cas, qu'Henry n'est pas à blâmer, et, malgré un moment d'étourderie, ne pense à rien d'autre qu'à vous. N'en dites pas un mot, n'écoutez rien, n'insinuez rien, ne chuchotez rien jusqu'à ce que j'écrive de nouveau. Je suis sûre que rien d'autre ne sera prouvé que la folie de Rushworth. S'ils sont partis, je parierais ma tête que c'est seulement à Mansfield Park avec Julia. Mais pourquoi ne nous avez-vous pas laissé venir vous prendre ?
Je souhaite que vous ne le regrettiez pas. Votre, etc. Fanny en était stupéfaite. Si aucune rumeur scandaleuse et méchante ne l'avait atteinte, il était impossible de comprendre quelque chose à cette étrange lettre. Elle ne pouvait en déduire seulement qu'elle avait trait à Wimpole Street et M. Crawford, et conjecturer que quelque chose de très imprudent avait eu lieu dans ce quartier pour attirer l'attention du monde et pour exciter sa jalousie si elle venait à l'apprendre, comme l'appréhendait mademoiselle Crawford. Mademoiselle Crawford ne devait pas s'alarmer pour elle. Elle était simplement peinée pour les personnes en cause et pour Mansfield, si le bruit se répandait jusque-là. Mais elle espérait que non. Si les Rushworth étaient partis eux-mêmes pour Mansfield, comme on pouvait le déduire de ce que disait mademoiselle Crawford, il n'était pas probable que quelque chose de déplaisant les eût précédés. Quant à M. Crawford, elle espérait que cela lui donnerait une meilleure connaissance de lui-même, le convaincrait qu'il n'était capable d'être attaché de façon durable à aucune femme dans le monde, et l'empêcherait de lui adresser la parole plus longtemps. C'était très étrange. Elle avait commencé à croire que réellement il l'aimait, et à considérer son affection comme quelque chose de peu ordinaire, et sa sœur prétendait qu'il ne se souciait de personne d'autre. Donc, il avait dû manifester quelque remarquable attention à sa cousine. Il devait y avoir eu quelque grande indiscrétion, étant donné que sa correspondance ne s'effrayait pas d'un petit bruit. Elle se sentait mal à l'aise et continuerait à l'être jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau des nouvelles de mademoiselle Crawford. Il lui était impossible de chasser cette lettre de ses pensées, et elle ne pouvait pas se soulager en parlant à un être humain. Mademoiselle Crawford n'avait nul besoin de lui recommander le secret avec tant de chaleur. Elle aurait pu se fier à son sens du devoir. Le lendemain vint et n'apporta pas de seconde lettre. Fanny était déçue. Elle ne pouvait penser à rien d'autre encore tout le matin. Mais quand son père revint dans l'après-midi avec le journal, comme tous les jours, elle était si loin d'attendre une élucidation qu'elle avait même oublié pour un moment le sujet. Elle s'était enfoncée dans d'autres rêveries. Le souvenir du premier soir dans cette chambre, de son père et de son journal lui revint à la mémoire. Maintenant il ne fallait plus de bougies. Le soleil resterait encore 1h30 au-dessus de l'horizon. Elle sentit qu'elle avait été là pendant 3 mois et que les rayons du soleil tombant avec éclat dans le parloir, au lieu de la remonter, la rendaient encore plus triste, car le soleil lui paraissait une chose totalement différente en ville et à la campagne. Ici, sa force n'était qu'un éclat étouffant et maladif, ne servant qu'à révéler des taches et de la saleté qui sinon seraient restées inaperçues. Il n'y avait ni santé ni gaieté dans le soleil en ville. Elle était dans une bouffée de chaleur oppressante, dans un nuage mouvant de poussière, et ses yeux ne pouvaient que se promener des murs marqués par l'ombre de la tête de son père, à la table coupée et entaillée par ses frères, où se trouvait le plateau à thé jamais nettoyé à fond, les tasses et les soucoupes essuyées avec des traînées, le lait, une mixture de parcelles de beurre nageant dans un liquide bleuâtre, et le pain et le beurre devenant à chaque minute plus sales qu'ils n'étaient sortis des mains de Rebecca. Son père lisait le journal et sa mère se lamentait sur le tapis râpé, tandis que le thé se préparait, et souhaitait que Rebecca le réparât. Fanny fut réveillée par la voix de son père qui, après avoir regardé attentivement un paragraphe, lui dit « Quel est le nom de votre grande cousine en ville, Fan ?»« Rushworth, monsieur. »« Et n'habite-t-elle pas à Wimpole Street ?»« Oui, monsieur. »« Alors, il y a le diable chez eux, c'est tout. Voilà. » Il lui montra le journal. « Puissent d'aussi bonnes relations vous faire beaucoup de bien. Je ne sais pas ce que Sir Thomas pense à ce sujet. Il peut y avoir en lui trop du courtisan et du beau gentleman pour qu'il en aime moins sa fille. Mais par Dieu, si elle m'appartenait, je lui donnerais le bout de corde aussi longtemps que je le pourrais. Un peu de fustigation pour les hommes et pour les femmes aussi serait la meilleure façon de prévenir de telles choses. » Fanny lut pour elle-même que c'était avec une vive préoccupation que le journal avait à annoncer au monde un scandale matrimonial dans la famille de M. R., de Wimpole Street. La belle madame R., dont le nom n'avait pas encore figuré bien longtemps sur les listes de l'hymen, et qui promettait de devenir une brillante vedette dans le monde, ayant quitté le toit conjugal en compagnie du très connu et captivant M. C., ami intime et associé de M. R.,
et personne ne savait, même pas l'éditeur du journal, où ils étaient allés. « C'est une erreur, monsieur, dit Fanny aussitôt. Ce doit être une erreur. Ce ne peut pas être vrai. Il s'agit d'autres personnes. » Elle parlait avec le désir instinctif de retarder la honte. Elle parlait avec la résolution du désespoir, car elle disait ce qu'elle-même ne croyait pas. Elle avait été convaincue en lisant. La vérité lui sautait aux yeux. Et comment pouvait-elle parler encore respirer même, fut plus tard un sujet d'étonnement pour elle-même. M. Price s'intéressait trop peu à la chose pour répondre beaucoup. « Tout cela pouvait être un mensonge, reconnut-il, mais tant de belles dames se donnaient au diable de cette façon, de nos jours, qu'on ne pouvait plus répondre de personne. »« En effet, j'espère que ce n'est pas vrai, dit Madame Price plaintivement. Ce serait tellement honteux. Si j'avais parlé une fois à Rebecca du tapis, mais je lui en ai parlé au moins une douzaine de fois, n'est-ce pas, Betsy? Et il n'y a pas pour 10 minutes de travail. » L'effet de la nouvelle sur un esprit comme celui de Fanny, qui commençait à entrevoir un peu toutes les peines qui allaient s'en suivre, peut difficilement être décrit. D'abord, ce fut une espèce de stupéfaction, mais chaque moment augmentait sa perception de l'horrible mal. Elle ne pouvait pas douter, elle n'osait pas se leurrer de l'espoir que la nouvelle était fausse. La lettre de mademoiselle Crawford, qu'elle avait lue si souvent jusqu'à en connaître chaque ligne, la confirmait en tout. Sa chaude défense de son frère, son espoir que l'affaire serait étouffée, son évidente agitation formaient un tout avec quelque chose de très mauvais. Et s'il existait une femme de caractère au monde qui pût traiter à la légère un péché de première grandeur, qui pût l'excuser et désirer le voir impuni, elle croirait bien que mademoiselle Crawford serait cette femme. Maintenant, elle pouvait voir sa propre erreur au sujet des personnes qui étaient parties, ou qu'on disait être parties. Ce n'était pas monsieur et madame Rushworth, c'était madame Rushworth et monsieur Crawford. Il semblait à Fanny qu'auparavant elle n'avait jamais été terrifiée. Plus de repos possible. La soirée passa sans une pause dans sa peine. Une nuit d'insomnie suivit. Elle se sentait malade, secouée d'horreur, passait d'un accès de fièvre chaude à un accès de frisson. L'événement était si scandaleux que même parfois son cœur se révoltait à trouver la chose impossible quand elle pensait que cela ne pouvait pas être. Une femme mariée il y a 6 mois à peine, un homme se disant voué, même fiancé à une autre, cette autre, sa proche parente, toute la famille, les 2 familles liées entre elles par tant de liens, tous des amis, tous des intimes ensemble. C'était une trop grande culpabilité, une trop grande complication dans le mal, pour que la nature humaine, sortie du stade de pur barbarisme, en fût capable. Et cependant son jugement lui disait que c'était bien ainsi. Ses affections mal établies, variant avec sa vanité, l'attachement déterminé de Maria et le manque de principe chez l'un et chez l'autre rendaient cela possible. La lettre de mademoiselle Crawford fixait le fait. Quelles seraient les conséquences? Qui n'en serait pas atteint? Quelle visée n'en serait pas affectée? Quelle paix n'en serait pas troublée pour toujours? Mademoiselle Crawford elle-même et Edmond. Mais il était dangereux peut-être de mettre les pieds sur un tel terrain. Elle se confina, ou essaya de se confiner dans la simple mais inévitable misère familiale qui devait tous les envelopper si, en effet, c'était un scandale public. Les souffrances de la mère, du père, elle s'arrêta là. Celles de Julia, de Tom, d'Edmond. Là encore une plus longue pause. C'est sur eux que la faute allait tomber le plus lourdement. La sollicitude paternelle de sir Thomas et son haut sens de l'honneur et du décorum, les principes droits d'Edmond, son tempérament confiant, sa sincère force de sentiment, lui firent penser qu'il leur serait presque impossible de conserver la vie et la raison sous une telle disgrâce. Et il lui semblait que, pour autant qu'il s'agissait de ce monde seul, le plus grand bien pour chaque parent de madame Rushworth serait d'être annihilé sur place. Rien ne se passa le lendemain, ni le surlendemain pour relâcher ses terreurs. 2 courriers arrivèrent,
mais n'apportèrent aucune réfutation ni publique ni privée. Il n'y eut pas de seconde lettre pour infirmer la première de mademoiselle Crawford. Il n'y avait pas nouvelle de Mansfield, quoique maintenant il fût grandement temps pour elle d'en recevoir de sa tante. Ceci était un mauvais présage. Elle n'avait plus que l'ombre d'un espoir d'apaiser son esprit, et elle s'était réduite à une condition si basse, si terne, si tremblante, que pas une mère, sauf madame Price, n'aurait pu ne pas le remarquer, lorsque le 3e jour apporta le coup frappé à la porte pour la rendre malade, et une lettre lui fut de nouveau mise entre les mains. Elle portait le cachet de Londres, et venait d'Edmond. « Chère Fanny, vous connaissez notre présente détresse. Que Dieu puisse vous donner de l'aide pour supporter votre part. Nous avons été ici pendant 2 jours, mais il n'y a rien à faire. Pas moyen de les retracer. Vous n'avez rien appris encore du dernier coup, la fuite de Julia. Elle est partie en Écosse avec Yates. Elle a quitté Londres quelques heures avant que nous n'y arrivâmes. À tout autre moment, ceci eût été un terrible coup. Maintenant cela ne semble rien, mais c'est une lourde aggravation. Mon père n'est pas écrasé. On ne peut espérer plus. Il est encore capable de penser et d'agir. Et j'écris, d'après son désir, pour vous proposer de rentrer à la maison. Il est désireux de vous avoir là, pour ma mère. Je serai à Portsmouth le matin du jour après celui où vous aurez reçu ma lettre, et espère vous trouver prête pour partir à Mansfield. Mon père désire que vous invitiez Suzanne à vous accompagner pour quelques mois. Réglez cela comme vous l'entendez. Dites ce qui convient. Je suis sûre que vous apprécierez un tel exemple de sa gentillesse à un pareil moment. Rendez justice à ses intentions, de quelque manière que je puisse les embrouiller. Vous pouvez vous imaginer quelque chose de mon état présent. Il n'y a pas de fin au mal qui s'est déchaîné sur nous. Vous me verrez tôt avec la diligence. Votre, etc. Jamais Fanny n'avait eu plus grand besoin d'un cordial. Jamais elle n'en avait reçu un comme celui que contenait cette lettre. Demain, quitter Portsmouth demain. Elle sentait qu'elle était dans le plus grand danger d'être exquisément heureuse, tandis que tant d'autres étaient malheureux. Le mal qui lui apportait tant de bien, elle craignait être insensible, de partir si vite, invitée si gentiment, avec la permission de prendre Suzanne, était quand même une telle bénédiction à rendre son cœur comme un brasier, et pour un temps semblait éloigner toute peine et la rendre incapable de partager convenablement la détresse de ceux à qui elle pensait le plus. La fuite de Julia ne pouvait l'affecter que relativement peu. Elle était étonnée et choquée. Mais cela ne pouvait pas la préoccuper, ne pouvait pas peser sur son esprit. Elle était obligée de se forcer à y penser et de reconnaître que c'était terrible et malheureux, où la chose lui échappait au milieu de tous les devoirs troublants, pressants, joyeux, qui accompagnaient l'appel qu'on lui faisait. Il n'y a rien de tel que le travail actif indispensable pour soulager le chagrin. Un travail même triste peut chasser la tristesse et ses occupations promettaient beaucoup. Elle avait tant à faire que même l'horrible histoire de madame Rushworth, maintenant absolument certaine, ne pouvait plus l'affecter comme elle l'avait fait auparavant. Elle n'avait pas le temps de se sentir misérable. Elle avait l'espoir d'être partie dans 24 heures. Son père et sa mère devaient être mis au courant. Suzanne préparée, tout mis en ordre. Une occupation suivait l'autre. Le jour était à peine assez long. Le bonheur qu'elle communiquait, bonheur très peu diminué par les noires nouvelles qui devaient brièvement le précéder, le joyeux consentement de son père et de sa mère au départ de Suzanne avec elle, la satisfaction générale avec laquelle le départ des deux semblait accueilli, et l'extase de Suzanne elle-même, tout cela contribuait à lui rendre courage. L'affliction des Bertram était peu ressentie dans la famille. Madame Price parla de sa pauvre sœur pendant quelques minutes, mais comment trouver quelque chose pour emballer les effets de Suzanne? Rebecca prenait toutes les boîtes et les abîmait, occupait beaucoup plus ses pensées. Et quant à Suzanne, maintenant qu'elle avait vu, sans qu'elle s'y attendait, se réaliser le premier désir de son cœur,
et ne connaissant rien personnellement de ceux qui avaient péché, ou de ceux qui étaient plongés dans l'affliction, si elle pouvait s'empêcher de se réjouir du commencement jusqu'à la fin, c'était le maximum que l'on était en droit d'attendre de la vertu humaine à 14 ans. Comme vraiment rien n'avait été laissé à la décision de Madame Price, ni aux bons offices de Rebecca, chaque chose était rationnellement et méthodiquement accomplie, et les jeunes filles furent prêtes pour le lendemain. L'avantage d'un bon sommeil pour les préparer au voyage ne leur fut point réservé. Le cousin qui voyageait à leur rencontre aurait difficilement pu rester éloigné de leurs esprits agités, l'un tout à la joie, l'autre troublé au-delà de toute description. À 8 heures du matin, Edmond se trouvait chez elle. Les jeunes filles l'entendirent entrer d'en haut et Fanny descendit. L'idée de le voir tout de suite en sachant ce qu'il devait souffrir lui ramena toutes ses premières pensées. Lui si près d'elle, et malheureux, elle prête à s'effondrer en entrant au parloir. Il était seul et la rencontra aussitôt, et elle se trouva aussitôt pressée sur son cœur avec ces seuls mots à peine articulés. « Ma Fanny, mon unique sœur, ma seule consolation, maintenant. » Il se détourna pour se remettre, et quand il parla de nouveau, quoique sa voix défaillît encore, ses manières dénotaient le désir d'être maître de lui et la résolution d'éviter toute nouvelle allusion. « Avez-vous déjeuné ? Quand serez-vous prête ? Est-ce que Suzanne nous accompagne ?» Ces questions se succédèrent rapidement. Son but principal était de partir au plus tôt. Quand Mansfield était pris en considération, le temps était précieux, et son état d'esprit ne lui permettait de trouver du repos que dans le mouvement. Il fut arrêté qu'il ferait venir la voiture devant la porte dans une demi-heure. Fanny répondit qu'ils avaient déjeuné et seraient prêts dans une demi-heure. Il avait déjà mangé et refusa de rester pour leur repas. Il ferait un tour sur les remparts et les rejoindrait avec la voiture. Il partit heureux d'être éloigné de Fanny. Il semblait très malade, souffrant évidemment sous l'action des violentes émotions qu'il était décidé à dominer. Elle savait que cela devait être ainsi, mais pour elle c'était terrible. La voiture vint, et quand il entra de nouveau dans la maison au même moment, juste à temps pour passer quelques minutes avec la famille et être témoin, mais il ne vit rien, de la façon tranquille dont on se sépara des filles, et juste à temps pour les empêcher de s'asseoir à la table du déjeuner, qui, à force de beaucoup d'activités inusitées, était complètement prête, quand la voiture se mit en mouvement. Le dernier repas de Fanny dans la maison paternelle était dans le genre du premier. Elle jouissait en partant de la même hospitalité qui l'avait accueillie. Le voyage s'annonçait comme devant être silencieux. Les profonds soupirs d'Edmond atteignaient souvent Fanny. S'il avait été seul avec elle, son cœur se serait ouvert malgré toute résolution. Mais la présence de Suzanne le replia sur lui-même, et ses efforts pour parler de sujets indifférents ne purent jamais être longtemps soutenus. Fanny l'observait avec une constante sollicitude, et parfois, rencontrant son regard, réveillait un sourire plein d'affection qui la réconfortait. Mais le premier jour du voyage se passa sans qu'elle entendît un mot de lui à propos des sujets qui l'accablaient. Le matin suivant fut plus fructueux. Juste avant de quitter Oxford, alors que Suzanne se tenait à la fenêtre, observant attentivement le départ d'une famille nombreuse de l'auberge, les deux autres étaient debout près du feu. Et Edmond, frappé tout particulièrement par l'altération des traits de Fanny, et dans son ignorance des mots journaliers qui régnaient dans la maison de son père, attribuant une part injustifiée de ce changement, attribuant tout à l'événement récent, prit sa main et dit d'une voix basse, mais très expressive. « Ce n'est pas étonnant. Vous devez le sentir. Vous devez souffrir. Comment un homme, vous ayant une fois aimé, pouvait-il vous quitter? Mais votre attachement était nouveau comparé à... Fanny, pensez à moi. » La première partie de leur voyage prit une longue journée et les amena, très fatigués, à Oxford, mais la seconde se termina à une heure beaucoup moins tardive. Ils étaient dans les environs de Mansfield longtemps avant l'heure habituelle du dîner, et comme ils approchaient de cet endroit aimé, le cœur des deux sœurs se serra un peu. Fanny commença à craindre la rencontre de ses tantes et de Tom, étant sous une si terrible humiliation, et Suzanne,
à sentir avec quelque anxiété que toutes ses meilleures manières, tout son savoir dernièrement acquis de ce qui se faisait ici, allait être sur le point de devoir être mis en pratique. Des visions de bonne et de mauvaise éducation, d'anciennes vulgarités et de nouvelles gentillesses passaient devant elle, et elle méditait beaucoup à propos de fourchettes d'argent, de serviettes et de rince-doigts. Fanny avait été partout consciente de la différence du paysage depuis février. Mais, quand ils pénétrèrent dans le parc, ses perceptions et ses plaisirs furent des plus aigus. Il y avait 3 mois pleins, depuis qu'elle l'avait quitté, et le changement était d'hiver à été. Son œil apercevait partout des gazons et des plantations du vert le plus frais, et les arbres, quoiqu'ils ne fussent pas encore entièrement garnis, étaient dans cet état délicieux dans lequel on sait que plus de beauté est encore à venir. Et quand, alors que beaucoup est déjà donné à la vue, encore plus est réservé à l'imagination. Sa joie, cependant, était pour elle seule. Edmond ne pouvait pas la partager. Elle regarda vers lui, mais il se penchait en arrière, en fermant les yeux, comme si la vue de tant de joie l'opprimait, et que les jolies scènes familiales devaient être tenues à l'écart. Cela lui rendit sa mélancolie, et de savoir ce qui se passait là donnait, même à la maison, moderne, aérée et bien située comme elle l'était, un aspect mélancolique. Ils étaient attendus par une des personnes souffrant à l'intérieur, avec une telle impatience qu'elle n'en avait jamais connu de semblable auparavant. Fanny avait à peine dépassé la domesticité à la mine solennelle, quand lady Bertram vint à sa rencontre du salon. Vint d'un pas sans indolence, et lui tombant au cou, dit « Chère Fanny, maintenant je vais être à l'aise.